Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour, donc peut-être que vous commencez à connaître la nouvelle formule qui va nous accompagner durant toute l'année. J'ai décidé que là, durant cette année particulière, il y avait un enjeu sur le débat, je veux être sûr, c'est très pédant de le dire comme ça, mais bon, et on a même la petite musique, je veux être sûr qu'il y a au moins un endroit où on va débattre de choses sérieuses. Voilà, ce sera sur Bismart, donc je vais vous présenter le casting du jour avec, et vous allez comprendre pourquoi, une grosse partie autour de la tech. On a beaucoup parlé de macro lundi, on a beaucoup parlé de conjoncture et de climat des affaires. On va aussi reparler de climat des affaires hier, mais on va pas mal parler de tech là durant cette journée. C'est parti, c'est Bismart. Donc, nos invités, Jean-Philippe Cartier. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Stéphane. Alors, Jean-Philippe Cartier, double casquette. Si tu veux bien venir nous revoir régulièrement, il y aura toujours cette double casquette. En l'occurrence, hôtelier et propriétaire. Pourquoi il y a une différence entre hôtelier et propriétaire ? Hôtelier, c'est peut-être celui qui est de 9h du matin à 19h dedans et qui s'en occupe. Celui qui les achète et qui les restructure. Et plus, c'est pas pédant, mais je comprends parfaitement. Un rôle un peu plus investisseur, un peu plus. Et donc plus stratégie proactive que... Un peu plus, voilà. Ouais, enfin, savoir si j'ouvre ou si je ferme, par exemple, c'est une décision que tu prends avec celui qui dirige l'hôtel. On a des directeurs et des gens en place et un certain nombre de salariés pendant ces 10 belles maisons qui gèrent tout ça. Bon, mais hôtelier, mais pas seulement hôtelier, aussi investisseur. En fait, ta première vie d'ailleurs, c'était plutôt investisseur dans la tech et fintech même d'ailleurs. C'était la création d'un site internet en 2000 qui a été revendu au groupe Springer et Mondadori en 2011 et qui m'a permis de créer un holding personnel d'investissement qui s'appelle H8 Invest et qui a l'avantage d'investir dans pas mal de secteurs qui vont l'hôtellerie, à la restauration, à la tech, fintech, pas mal de choses. En fait, tu parlais de fintech quand on ne parlait pas encore de fintech. Je crois. Voilà, quand le terme n'était pas encore. Des sujets comme October que tu connais bien. Absolument. Luc Breton, salut Luc. Bonjour Stéphane. Alors Luc, maintenant, dimension totalement RH pour toi, un Purpose for Good. Management, RH et tech aussi. On dit un mot Purpose for Good, donc for good. Voilà l'idée, Luc, et tu es très convaincant là-dessus. C'est un fédérateur d'un écosystème mondial qui pense que le management as usual a vécu et qu'il faut le réinventer et aller vers des nouvelles formes d'engagement des collaborateurs dans les sociétés, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent au travail désabusés, qui n'y croient plus beaucoup, et qui ont une relation alimentaire à leur job, et c'est triste. Et la question va se poser là, maintenant, là. C'est-à-dire, c'est un chapitre qu'on ouvrira si on a le temps ensemble. C'est la nouvelle révolution. C'est-à-dire là, septembre. Dans les business models, mais maintenant, à la rentrée, là, l'heure de vérité de qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a prouvé que le télétravail mondial n'était pas si impossible qu'on l'imaginait. Et que les sociétés ont besoin d'expliquer pourquoi il faut revenir au travail et dans quelles conditions. J'y pensais pas, je ne l'ai pas noté, mais de mémoire, c'est à peu près ça. Delphine Ernotte donne une interview dans le Figaro ce matin. Et donc, il y a la question du télétravail. Et elle dit, avec les syndicats, nous sommes d'accord pour que tout le monde revienne au bureau pour que nous ne devenions pas une entreprise fantôme. Et je me dis, si ton âme d'entreprise se résume dans tes locaux au bord de la Seine, c'est triste. T'es pas au mieux. Ouais, voilà. C'est-à-dire, si tu deviens un ectoplasme parce que les gars sont plus au bureau, Bruno, alors je te présenterai. Moi, je suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire, vas-y. C'est super, du coup, on en parle là. Ce qui compte, c'est pas les bureaux, ce qui compte, on est d'accord. C'est les relations humaines. On est d'accord. Oui, c'est ce qu'on dit. On est d'accord. Si ton âme d'entreprise, si tu es une entreprise fantôme, parce que les mecs. Moi, je suis pas si en faveur du télétravail. Moi, ce qu'on a vécu nous a montré que c'est un peu possible, mais est-ce que c'est bien ? C'est possible, mais est-ce que c'est bien ? Et pour moi, ça a montré que c'est. Alors, je te présente Bruno, donc Bruno Maisonnier, qui pour le coup, alors lui, est un des pionniers, comment on va dire, du fait que l'homme puisse faire énormément de choses sans forcément être en train de les faire. Voilà, on va dire ça comme ça. Et dans les robots, voilà, donc fondateur d'Aldebaran Robotics, il y a maintenant, c'était une autre vie, revendu à SoftBank, et maintenant tu diriges Another Brain, et tu es plongé dans l'intelligence artificielle. Il y a deux choses qui m'intéressent et qui m'ont amené à créer Another
the Brain. Il y a bien sûr l'intelligence artificielle, faire autrement, faire une vraie intelligence et amener à la France et à travers la France à l'Europe un leadership. C'est un de mes objectifs, c'était c'est pour ça que tu es là. Mais j'ai un deuxième thème qui est important, c'est inventer une nouvelle façon de faire les entreprises. Et pour moi, la logique, c'est pas la dichotomie télétravail, pas télétravail, etc. Bien sûr, c'est l'humain, mais c'est la France versus les autres. C'est-à-dire avoir des cultures managériales qui sont adaptées à la culture du pays. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, la France, on a un système managérial, on va dire comme ça, on peut en parler, qui nous fait avancer avec des boulets aux pieds. C'est le système vas-y, démarrons avec ça. Allons-y, démarrons avec ça. Pour moi, on a appris vraiment à manager en France, où on s'est préoccupé de ça dans les années 80, quand les autres y arrivaient, et puis nous, pas terrible. Et du coup, on s'est dit comment il faut faire. On a fait appel aux grands cabinets de consulting, qui étaient tous des Américains, qui nous ont appris le management à l'américaine. Or, la culture américaine est une culture contractuelle. Tout est contractualisé. Les relations clients-fournisseurs, les job desks, les mariages, les trucs, tout est contractualisé. Ce qui n'est pas le cas de la culture française. Et du coup, on a importé en France et plaqué en France une culture américaine de relations clients-fournisseurs qui ne correspond pas du tout avec la culture française que Philippe Diribarne, qui est un sociologue du CNRS, qui est un mec super, qualifie de logique de l'honneur. Il y a des tas d'exemples qui montrent que... Logique de l'honneur, ça veut dire quoi? Je veux être fier de ce que je fais. Non, ça veut dire que chacun à son niveau dans une entreprise, chacun a une intime conviction de ce qu'il faut faire pour le bien de l'entreprise. C'est pour le bien de l'entreprise, les gens sont pas... Mais ils ont chacun une intime conviction de ce qu'il faut faire. Et ce qui compte, c'est pas ce que dit le patron, le boss, etc. C'est intéressant, on le prend en compte, mais si on pense que c'est une connerie, on le fait pas en France. C'est pas parce que ton manager t'a dit un truc que tu vas le faire. Tu le fais si tu penses que c'est ça qu'il faut faire. Tu vois, et donc, on a ce qui donne une capacité, une créativité, ce qui donne mais un type de management qui est très différent. Mais tout ça, ça se retrouve dans un exemple très concret, je trouve, qui illustre bien. Quand tu as un incendie dans une usine aux États-Unis, les mecs respectent les procédures, les notes de service, ils partent bien comme il faut, ordonner et tout. Alors qu'en France, tu as des gens qui sont... Alors, c'est un peu le bordel, mais tu as des gens qui sont capables de se mettre à risque à titre personnel pour protéger l'outil de production. Ne pas quitter le bureau, c'est l'inverse. Non, mais protéger l'outil de production, protéger l'entreprise. Et donc, les gens sont prêts à se mettre en risque. Tu vois, c'est pas négatif de dire que c'est le bordel en France. C'est ça que j'adore dans ton discours, c'est qu'on comprend bien qu'il n'est pas négatif du tout. Ah, tout à fait. Et donc, c'est super intéressant. On a une culture qui est hyper singulière, mais chaque pays a une culture hyper singulière. Le Portugal, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Mais la France a une culture hyper singulière. Or, le management officiel à la française, tel qu'il a été plaqué, tel qu'il est maintenant dans la loi, il va à l'encontre de ça. Il est contraculturel. On avance avec des boulets aux pieds dans les boîtes. Donc moi, un de mes objectifs en créant Another Brain, c'est d'abord, bien sûr, l'intelligence artificielle, mais je voudrais inventer un corpus de règles différents sur la façon de faire fonctionner une entreprise française pour qu'on puisse lâcher notre potentiel. Luc? Oui, alors... tu es d'accord avec ça d'abord? Tout ce qui vient d'être dit est juste à ceci près que quand même la culture française, elle est très jacobine, elle est très centralisée. C'est Descartes, c'est Napoléon, c'est des modèles quand même qui sont persistants dans les entreprises. En plus, le capitalisme français, il est quand même très enquisté dans des grandes entreprises qui sont toujours les mêmes depuis 50 ans, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis ou sur d'autres continents. Donc ce renouvellement et ce re-challenge des pratiques, il se fait quand même moins chez nous. Et puis cette verticalité, elle est quand même un handicap par rapport à... Mais justement, elle va craquer là. Elle est en train de craquer, absolument. Elle est en train de craquer. Et en plus, je veux dire, aujourd'hui, tous les jeunes qui ont du talent, ils sont internationaux dès la première ligne de code, comme on dit. Donc, ce sont des modèles qui sont en train de voler en éclats. Et puis, le fonctionnement en réseau d'équipe, plutôt que la pyramide classique, est en train vraiment de faire irruption. Ce que John Kotter, probablement le marketeur vivant le plus connu au monde, décrit depuis déjà un paquet d'années. Et le fonctionnement, je dois vous dire, alors j'en reparlerai assez régulièrement parce que j'ai eu la chance de discuter avec les équipes RH d'Amazon en France, mais le fonctionnement justement en alvéole, le fameux two pizza team, là, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai jamais compris. Là. Ça, on m'a expliqué ce que ça voulait dire. Voilà, tu vois, 6 personnes, 6-8 personnes, point, et ils gèrent tout. Voilà. Ils ont la totale responsabilité du truc, et le manager, lui-même, il a 6-8 équipes de 6-8 personnes. Je dis, mais c'est pas possible. Mais si, justement, ça veut dire qu'il est obligé d'avoir un regard finalement assez lointain sur ce qu'ils sont en train de faire. Il va juste à un moment valider, etc. Mais voilà. Et si t'es pas là, l'équipe est tellement petite, puisque tu peux la nourrir avec les 2 pizzas, que si t'es pas là, t'es redevable vis-à-vis de tes pairs, pas vis-à-vis d'un chef. C'est ça. Donc le matin, quand tu te lèves, tu sais pourquoi. Parce que si t'y vas pas, t'as 5 personnes qui t'attendent.
Et donc, c'est autrement quand même engageant et motivant à se dire, je suis pas un maillon dans la chaîne, je suis indispensable à l'efficacité, à la réussite de mon équipe. Et surtout, tu as 1 300 000 personnes. Et c'est ça. Et donc, c'est une Impossible manière de ne pas être perdu dans la masse. Impossible à gérer de manière... Oui, mais c'est depuis le début qu'il fonctionne comme ça. Eh ben oui. Jean-Philippe, ça t'intéresse? Oui, je trouve ça passionnant. Après, il faut bien faire l'écart entre, là on parle d'Amazon, et les 90% de sociétés où il y a 30, 40, 50, 80 personnes, 100 personnes, qui, elles, ont déjà fait un peu leur révolution. Moi, quand je vois pas mal de boîtes dans lesquelles je suis actionnaire ou celles que je dirige personnellement, j'ai l'impression qu'on a déjà fait notre petite révolution. C'est-à-dire, vas-y. J'ai l'impression que la confiance envers les collaborateurs, elle est plus que jamais d'actualité. On en parlait juste avant, que depuis le Covid, on a encore plus accéléré le fait d'accepter de faire plus confiance, de moins faire de réunionites, de moins donner de l'inutilité à des rendez-vous qui ne servaient à rien. Enfin, on a tous fait un peu notre révolution, mais je pense que dans des tas de boîtes gérées, parce que je ne suis plus dans les 35, 45, 46, donc voilà, ils ont déjà fait un gros boulot, et je pense que c'est assez naturel chez eux. Alors on peut y réfléchir, on peut écrire des thèses dessus, mais je pense que la génération des 35 ans entrepreneuriale actuelle française a fait bien sa révolution, parce qu'elle a voyagé, parce qu'elle voit plein de choses, parce qu'elle comprend plein de choses, et puis parce qu'elle a envie de travailler différemment, parce qu'elle bosse avec son téléphone, parce qu'elle est sur un bateau, parce qu'elle est en vacances, qu'elle est dans sa maison et qu'elle travaille déjà différemment. Mais globalement, ça m'a choqué au début quand j'ai investi avec les mecs qui faisaient des boards et que je jouais derrière la mer, ça m'a fait drôle. Je lui ai dit, mais tu branles rien, donne-moi, c'est très vulgaire. Il dit, pas du tout, je travaille juste pas comme toi. Ah d'accord. Et moi-même, je me suis remis en question avec mon côté où j'avais une veste et j'étais au bureau, parce que de ne pas être au bureau de 9h à 19h, c'était une sensation de mal travailler. Voilà, c'était ma sensation, ma culture, ce que j'avais appris de mon père, mes règles de travail, c'était t'es au travail, t'es au bureau. Voilà, et je culpabilisais. J'allais même au bureau le dimanche soir, moi, pour préparer ma semaine. Tu vois. Donc, alors je suis toujours un peu comme ça, je suis toujours au bureau. Tu vois. Mais pour autant, il faut accepter que, malgré toutes ces bonnes idées dans lesquelles je crois, sur des multinationales, ça me paraît une évidence, parce qu'il faut donner, il faut placer l'individu. Le problème, c'est de donner de l'importance à l'individu, quoi qu'il fasse. Et qu'il ait un... Je suis en total accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Pour autant, je pense que, de manière assez naturelle, les PME françaises, les boîtes de tech françaises, les boîtes digitales françaises, quoi qu'elles fassent, même dans les nouveaux modèles de restauration et tout, nous on a des grosses affaires de restauration, on parle de 100 salariés par affaire, donc ça commence à être des affaires, il y a une manière de travailler qui a pas mal changé depuis 4-5 ans. Voilà. Alors, je trouve. allons-y. Par rapport à mes méthodes il y a 10-15 ans. Obligatoire. C'est-à-dire, donc là, j'ai ce chiffre, est-ce que tu es en phase avec ça 110 000 salariés du secteur de la restauration qui reviendront plus. La seule chose que je peux te dire, parce que je le sais, et c'est le sujet du MEDEF de tout ce week-end, enfin des 2 jours, là, des 3 journées du MEDEF, c'est un problème de recrutement qui n'a jamais existé dans ce pays. Oui, mais avant le recrutement, tu as 110 000 gars. Oui, non, mais d'accord. Fini. J'y reviendrai plus, chômage partiel pendant un an. On nous le dira, mais pour l'instant, nous, depuis 3 mois, je te prends un petit niveau du groupe dont j'ai le plaisir de diriger HUIT Collection dans les hôtels. On cherchait 50 personnes il y a encore 3 semaines. 50 personnes. J'ai 40 copains qui ont des hôtels. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens dans les médias, pas mal de gens qui ont acheté des hôtels dernièrement. Ils m'ont tous appelé. T'as pas une idée, t'as pas un directeur, t'as pas un chef, t'as pas un chef de partie. Il y a un certain nombre de chefs de restaurants étoilés, donc parmi laquelle l'élite des restaurants de France, qui n'ont pas rouvert faute de staff. C'est étoilé, c'est pas une pizzeria en bas de la rue. Ouais. Tu me diras, c'est plus facile de faire marcher la pizzeria. Donc, il y a 2 sujets. Je pense, encore une fois, c'est vraiment posé sur la table. Il y a le sujet du masque, je pense, qui a été un vrai sujet. Je pense, pour ceux qui ont regardé cet été, moi j'ai regardé des collaborateurs dans 2-3 affaires où j'ai pu passer chez moi. Je voyais mec travailler derrière le fourneau, même à faire à manger sous 35 degrés et avec son masque. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas supporté vraiment la condition de travail extrêmement dure que ça imposait. Nous, on ne s'en rendait pas compte. Tes clients, tu rentrais, tu sortais, tu tirais. Au bout de 3 secondes, tu avais envie de l'arracher. On ne disait pas grand-chose non plus. Alors moi, je faisais attention chez moi, hein. On s'en doute quand même, exemple, mais pour autant. Et on a vu ces gens bosser en cuisine, bosser en extérieur, bosser au bar, bosser avec des masques et dans des conditions où j'en avais 2 sur 3 qui me disaient on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Je pense que les conditions... Donc, ok, le masque. Non, pas favori. 2, il y a des conditions, et on peut revenir dessus, salariales dans ce métier qui sont trop basses. Moi, je suis le premier à le dire. Nous, on paye, je le dis, il y en a qui vont m'entendre, mais on paye correctement les gens dans nos affaires. On fait très attention à ce point-là parce que... Correctement, ça veut dire que tu te mets 30-40% au-dessus du... Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'on se met en tous les cas... Et aujourd'hui, on te dit, les gens vont revenir parce qu'on va les payer un prix qui paraît cohérent dans des métiers de service. Enfin, pardon, je ne veux pas passer pour... Non, mais toi, tu peux le faire parce que tu es dans le luxe aussi. C'est-à-dire que tu dégages la marge qui te permet de le faire. Je considère qu'une femme de ménage, elle ne peut pas gagner 1 200 € par mois à 55 ans pour soulever des matelas et voilà, et faire 40 chambres avec 4 collaboratrices. Enfin, il y avait une logique qui était... puis, on peut en revenir aussi sur les conditions de travail de manière plus large. Enfin, après, c'était à la minute, c'était à la chambre. Une chambre, c'est 18 minutes, c'est 17 minutes, c'est 22 minutes. Voilà, nous, on n'est pas comme ça. Alors, évidemment, c'est les 40 chambres, c'est boutique hôtel, c'est plus du luxe, on est en phase.
mais moi, je veux pas ça. Voilà, c'est pas ce que je souhaite pour mon entreprise. Donc, on a repositionné un peu les salaires, ce qui fait qu'on a manqué finalement de 40 ou 50 personnes, mais beaucoup moins que certains par rapport au nombre d'affaires qu'on avait, et que les gens sont plutôt revenus. Mais la réponse, il faut une augmentation des salaires dans ce secteur. Ça, c'est une évidence que les professionnels qui ont été, je le dis, bien aidés. On a été très bien aidés, on en a déjà parlé. Il suffit d'aller au Portugal, il suffit d'aller en Espagne, il suffit d'aller voir partout ce qui se passe. Nous, on a été, t'en as qui partent avec plus de trésorerie que quand ils sont partis. Oui. Faut le dire. Certains ne le disent pas. T'as les tout petits qui, eux, ont souffert comme toujours, et puis t'as les plus gros. J'ai été un des premiers à défendre la position auprès du ministre, et tu le sais, et qui a écouté, et il fallait le faire, parce qu'on repart vraiment force vive, une saison d'été, tu vas venir dessus, mais franchement excellente. On a travaillé comme jamais. Certains en ont profité, monté les prix, tout ce que tu veux, parce que la saison était excellente et les gens sont restés en France. Mais pour autant, je pense qu'il y a un vrai problème de salaire. Donc, il faut positionner les salaires dans ce secteur. 2, je te donne, pardon, mais il y a un autre exemple. Nous, on a une affaire au Castelbaucite à Perros-Guirec, à Ploumanac. Une amie agence immobilière me dit on a vendu, je sais pas, 450 maisons à des gens qui ont changé de vie complètement. C'est du jamais vu. Donc, ça peut vous intéresser dans vos secteurs. Enfin, il y a une vraie logique de changement de vie. Ah oui, mais ça on l'a beaucoup vu l'année dernière. Moi, personnel, j'ai perdu une collaboratrice proche qui m'a dit pardon, je change de vie, ras-le-bol. Je me suis dit, qu'est-ce que je fous dans mon 60 mètres carrés dans le 11e, ras-le-bol. Voilà, je veux mon autre chose. Alors, c'est le grand succès des villes cathédrales. C'est-à-dire, il faut regarder là où il y a une cathédrale, et assez souvent, tu as une envolée du marché de l'immobilier. Tu vas à Chartres, tu vas à Reims. Reims, même pour les entreprises. Alors, les derniers baromètres de bureaux locaux, c'était du plus 100% pour les locaux professionnels à Reims. Tu vois, donc, oui, là. 100% à la Défense. Et, on verra. À la Défense. Mais juste pour finir, parce qu'elle m'intéresse beaucoup, puis je vais vous demander votre avis là-dessus. Juste pour finir sur les salaires, sur la femme de ménage qui retourne les matelas. À un moment, elle retrouve un pouvoir de négociation, cette femme de ménage. C'est-à-dire que là... Elle va la retrouver par la force des choses. Elle va la retrouver par la force des choses. De toute façon, quand tu cherches, à un moment donné, tu prends. Donc, voilà. tu prends, et le salaire devient moins un sujet de négociation. Et tu cherches plus à rentrer dans les grilles. Tu dis, j'ai besoin de quelqu'un pour travailler. Et donc, ça veut dire, parce que ça aussi, c'est un des trucs dont on a assez régulièrement parlé, et puis il y a pas mal quand même d'hôteliers restaurateurs qui sont d'accord avec ça, un métier qui est quand même resté très figé sur des pratiques multidécennales, souvent. Et donc là, il va y avoir un tri qui va se faire, d'une certaine manière. Qui peut être brutal, mais il va y avoir un tri qui va se faire. Il y a déjà eu un tri, surtout les indépendants qui, eux, ont souffert pleinement de cette crise parce qu'ils n'avaient pas la taille critique pour avoir des aides suffisantes et pas un assez bel actif, ou pas assez potentiellement rentabilisable pour être vendu cher à des potentiels acquéreurs. Ceux-là, déjà, avaient des difficultés avant, mais cela a mis un peu le coup de grâce. Bruno, mais toi, tu n'es pas sur de toute façon, toi, les potentiels que tu cherches, c'est... Oui, je ne suis pas sur le problème du SMIC ou des très bas salaires. Non, mais des très hauts salaires, toi. Par contre, non, même pas. Mais par contre, je vis la même chose sur les gens qui ont du coup pris du recul par rapport à leur vie, par rapport à tout ça. Des gens qui changent de job, qui décident, tiens, je vais me mettre à écrire des histoires, je vais me mettre à... C'est ça, des gens qui changent de vie, des gens qui changent de vie, qui se posent des questions. Mais on a aussi... Et tout à coup, ils ont le courage... Enfin, on a collectivement le courage de le faire. Ils ont le temps de réfléchir. Ouais, voilà. Ouais, on a le temps de réfléchir. Oui, c'est ça. Et puis, ça, je te le confirme. Et puis on a aussi le problème, alors qui est marginal, mais de ceux qui en ont ras-le-bol des passes sanitaires, décider ça. Voilà, qu'on changeait de phare aussi. Il y a eu plein de choses, je pense. Donc des gens qui habitaient loin, qui venaient en train, qui du coup maintenant sont un peu contraints de se faire des tests toutes les semaines ou tous les jours quand ils viennent, donc ras-le-bol, et qui décident de changer de vie aussi à cause de ça. Comment tu les rattrapes ? Il y a une présence... Ou t'essayes de les rattraper, ou non, t'essayes pas. Les cas que j'ai à l'esprit, j'essaie pas de les rattraper. Ouais. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'on soit ensemble dans une entreprise. L'essentiel, c'est qu'on soit proche, qu'on soit une communauté humaine. Et donc ceux qui sont à l'autre bout de la France et qui veulent plus venir, pour des tas de raisons, pour moi, ça peut pas durer longtemps. Ça peut pas marcher. Luc ? Ceci dit, il n'y a que 6% des salariés interrogés là, dans la dernière étude d'ADECO qui expliquent qu'ils veulent revenir à 100% en présentiel. Donc, 6% seulement, je me demandais justement. Et 75% qui disent, nous, l'idéal, c'est de l'hybride généralisé. Et c'est l'idéal, l'hybride généralisé ? C'est non seulement l'idéal, mais c'est ce qui va s'imposer, je pense, sauf dans des secteurs où... les gens ne peuvent pas sortir de leur secteur. Dans le numérique, les gens bougent. Ils ne sont pas contents, ils s'en vont. Le fait de pouvoir... À la télé, c'est compliqué de ne pas venir, je te le confirme. Voilà. Et donc, tout ça va se faire. Et puis, je pense que le lieu de travail, effectivement, c'est une absolue nécessité. On ne peut pas être 100% virtuel, mais à condition d'avoir quelque chose à vendre sur le lieu de travail. Pourquoi je viens ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que le lieu est sympa ? Est-ce que j'y vis quelque chose d'augmenté par rapport
à la chambre de mes gamins ou le bureau d'occasion chez moi, où je suis quand même peinard pour passer mes appels. Et donc tout ça, c'est une nouvelle expérience qui est en train de s'installer, qui va être durable, je pense. Et Apple avait par exemple essayé de faire revenir prématurément ses salariés. Bon, il y a eu une levée de bouclier, c'est très sensible. Mais je ne sais pas où ils en sont, mais ils ont mis une grosse pression. Ouais. Alors je le citais hier, j'aime beaucoup pleine page dans le New York Times de pub, je crois que c'est différentes grandes banques. Si vous voulez les salaires de New York, il faut revenir à New York. Mhm. Et les Américains mettent une grosse pression sur le truc quand même. Ouais. Ce qui va tout à fait dans ton sens d'ailleurs. Tiens, j'y pensais pas, c'est un contrat. Tu veux les salaires de New York, tu reviens à New York, c'est un contrat. Pardon, Luc. Je pense que dans certains secteurs comme la banque, où les gens sont un peu stressés, parce qu'il y a quand même de la disruption massive, peut-être que les gens vont revenir au bureau bon gré mal gré. Par contre, dans la tech, ça va se négocier tout autrement. Et la fluidité du marché va faire qu'on va faire les choses différemment. Moi, je pense que le bureau cloisonné classique, où on vient et on fait sa journée de travail comme dans un bureau lambda, c'est mort. Il va falloir trouver d'autres façons et il va falloir que sur le lieu de travail, j'ai des moyens de créativité, de pouvoir tisser du lien social, de voir les gens, de travailler. Et donc le boulot du manager devient encore plus un boulot de gentil organisateur. Absolument. Et là, il faut qu'il me donne envie de revenir au moins 2 jours par semaine. La dimension physique, elle est à améliorer et à travailler et à considérer de manière spécifique. Vas-y. Il y a quand même quelque chose à faire. Enfin, il ne vient pas que pour... Non, mais il y a aussi... Combien il y a aussi une mission pour laquelle il a... C'est une vraie question. Tu sais, combien des managers que... Moi, j'en connais. Voilà. En fait, à un moment, de temps en temps, à la fin de la journée, je disais, mais qu'est-ce que j'ai foutu aujourd'hui, en fait concrètement, là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai présidé 14 réunions. Alors, non, on est en mais phase. concrètement, qu'est-ce que j'ai fait ? Je peux te dire, pardon, mais pour rebondir sur ce que tu disais, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus qu'à la base, il y a quand même l'essence d'un travail. Donc, quand tu es responsable marketing de telle entreprise, tu es responsable marketing. Donc, il y a aussi, alors c'est super de vouloir... je pense qu'on revient aussi au côté qui fait le plus beau bureau, qui met un baby-foot. Moi, j'ai vu des concepts, je ne citerai pas de nom, bon, ça devient tellement... délirant, c'est ça. C'est un restaurant. Nous, en fait, là, on donne le courrier, on donne aussi à manger aux salariés, c'est cool, c'est machin. Bon, ok. Bon, je suis peut-être un peu ringard, mais je pense qu'il ne faut pas aller trop loin. Je pense que, il ne faut pas oublier 2 choses. Il y a aussi plein de gens qui a eu envie aussi de retrouver d'autres gens que chez soi. Parce que je pense que quand tu as été chez toi, oui, bien sûr. Beaucoup, chez toi, ça a fait marrer tout le monde, les 3 mois avec ton épouse, 3 mois avec tes enfants, 5 mois, puis à un moment donné, bon, j'aimerais juste revoir d'autres gens. Puis, il y en a qui l'ont moins bien fait, nous on a un peu travaillé, je pense, donc on a été à nos bureaux, on a recroisé des gens, déjeuner en respectant les distances, bon, on a fait 2-3 trucs, il y en a qui ont vraiment tenu le coup. Et ceux-là ont souffert un petit peu quand même. Donc quand ils sont retrouvés dans un bureau, je pense pas qu'ils cherchaient un baby-foot ou une expérience absolue, ils cherchaient quelqu'un d'autre, je crois. Mais moi, je suis entièrement d'accord. Pour en avoir pas mal, par rapport à sous ma responsabilité, même dans j'ai le vécu. domaine du numérique, Bien fait, sûr. les gens, ils veulent voir les autres, ils viennent... Ils continuent à descendre, boire un café, et moi je suis arrivé au bureau ce matin, et ils étaient 4 avec une clope et un café, ça existe toujours, heureusement, j'espère. Et pour rebondir juste là-dessus, après, je pense, et je partage 100% l'avis, je pense que là où tu parles de manager, et je peux bien passer pour t'en parler, moi-même, je me suis remis en question en disant, mais qu'est-ce que j'ai pu les emmerder avec des réunions, des machins, des bidules, où moi, quand je devais parler à quelqu'un à 1000 km, je considérais que je devais aller à 1000 km. Vraiment. Et en fait, pardon, je fais de la pub pour Zoom, mais pour autant, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va gagner comme temps maintenant ? Ouais, mais ça change le business model de tes hôtels. Enfin, ça pas les change tiens, pas les ça tiens. change mais pas vraiment de business Accor, model. ça change. Si. Ah non, mais là, tu parles de centre-ville. Je te parle de parce que tout ce qui est le non, mais je suis pas devin business travel. Mais je pense pour autant que le business travel, il existe. Tous les copains que je connais, ils recommencent à faire des séminaires, des meetings, des machins. Non, je parle de moins. 2 fois moins. Mais ils en feront moins. 2 fois moins. Ils en feront moins, mais il y a 2200 hôtels à Paris. Enfin bon, il y a de quoi encore nourrir son homme. Enfin, je pense quand même que... Ça veut dire quoi, 2200, c'est pas assez ou non, je pense que Paris reste en Paris, entre les touristes, les étrangers, encore des séminaires. Moi, je vois quand même beaucoup de choses qui se recalent. Beaucoup de choses, beaucoup de salons, beaucoup de trucs, beaucoup d'invitations. Enfin, pendant un an, il n'y avait plus rien. D'accord. Maintenant, ça reprend. Il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse de le monde va s'arrêter. Je pense qu'on a toujours besoin de se retrouver. Par contre, et là, j'adhère, on va mieux travailler. Moi, à commencer par moi. Et pourquoi aujourd'hui les gens ont découvert qu'ils pouvaient passer du meilleur temps avec leur famille ? Moi, le premier. Un fils, machin, mieux. J'ai fait plus de choses. Avant, tu étais focus business, focus bureau.
Et je pense qu'il n'y a pas besoin de faire venir les gens 5 jours sur 7. Pour moi, c'est une hérésie. Et je pense que je ne travaillerai pas. Petit chiffre, juste pour... et ça sera 2 jours une semaine, 3 jours une semaine. Donc je sais pas... ça m'ira très bien. Ça m'a l'air d'être... Et ça m'ira très bien. L'association nationale du voyage d'affaires qui doit exister, j'ai pas noté la source, Je la connais pas. mais donc tu avais des dépenses de 30 milliards d'euros par an liées au voyage d'affaires en France. C'est beaucoup quand même, 30 milliards d'euros. Et donc ça tomberait à 15,8 au mieux en 2022. Voilà, quand même divisé par 2 le truc, mais non, mais c'est le business model qui évolue, c'est la vie, c'est... Voilà, Oui, et puis il y a le pass sanitaire, il y a les vaccins. question rapide, juste même si vous n'êtes pas dedans, lui, Jean-Philippe, il est complètement dedans, mais Bruno, nouveau plan de relance, on débranche les aides, ça y est, c'est fini, on tourne la page, on arrête d'aider les entreprises et chacun réapprend à nager au mieux, ou on continue à soutenir tant qu'on peut soutenir, sachant que l'argent est gratuit en plus en ce moment. Oui, l'argent est gratuit, donc il faut en profiter. Et pour moi, la question, c'est la question de saupoudrer versus focaliser. Et c'est une question essentielle. Enfin, dans les domaines que je vois plus, la technologie, il y a une tendance à saupoudrer parce que c'est difficile de choisir qui sera le futur gagnant de demain, etc. Mais moyennant quoi, on met un peu partout pour aider les gens. On focaliserait sur quelques-uns, ce qui amène à prendre des risques. Ça leur donnerait réellement les moyens de changer de catégorie. Donc moi, je continuerai, mais je focaliserai, je prendrai des risques, je focaliserai. Et c'est très difficile pour les politiques. Luc ? Une bonne manière de relancer l'économie française en se focalisant, et je suis d'accord, notamment sur la tech, qui est quand même ce qui va amener les emplois de demain. Si on regarde les États-Unis, la Chine, la bataille se fait sur la tech avant tout. Ah mais quand on va repartir, on a le chiffre... Pour moi, le focus, il doit être tech. Et dans la tech, il y a de l'intelligence artificielle, il y a un certain nombre de choses. Et une manière de continuer le plan de relance, mais en débranchant les subsides et en s'assurant juste que ce que l'on dépense déjà, qui est énorme, arrive au bon endroit. Moi, je suis tout à fait fan de flécher les investissements publics, à commencer par cela, puisque ce sont nos impôts, vers les acteurs continentaux, français et européens déjà. Ah bah mais il n'y a pas de doute là-dessus. Ah bah il n'y a pas de doute. Tu vois du financement public aujourd'hui, aux États-Unis, en Chine, à Taïwan, en Corée. Non, ils sont toujours sur des acteurs français et européens. Aujourd'hui, si on regarde par exemple l'IT, de toutes nos institutions, de tous nos ministères, de tout l'appareil d'État et du millefeuille administratif français, il est trusté par les acteurs américains. C'est qui... Ah oui, c'est ça que tu veux dire, ouais, d'accord. Ouais. Arrêter d'héberger les données de santé chez Microsoft, par exemple. Et je ne dis pas forcément arrêter de faire ceci ou cela, je dis s'assurer qu'une partie très significative des fonds qui sont investis dans la tech par ces acteurs-là, le soient vers une tech française et européenne. Jean-Philippe, question courte, parce que juste, il faut réponse courte, il faut qu'on marque une pause et on repart après. 50% par exemple. Je pense que ce qui a été fait était très bien fait. Tu connais mon avis, a été d'une rapidité incroyable. 450 milliards. Hein. Ouais, ok. Bon, après, il faut que ça reparte. La croissance, si elle est à 6%, ça ira déjà mieux. Je pense qu'on peut se remercier et se féliciter tous les jours de vivre en France. On le dit pas assez. On gueule tout le temps, mais ce qui s'est passé cette année, c'est remarquable. Encore une fois, je ne fais pas une ode à Bruno Le Maire, mais je pense que ce qu'ils ont fait était remarquable. On oublie que le 15 avril, ils ont des... Non, mais moi, j'étais dans tous les secteurs où on avait besoin. Donc Maintenant, je suis ravi d'entendre ça. Moi. Je sais qu'il y a des abus, tout le monde le sait. Le ministre le dira mieux que moi. On sait très bien qu'on veut aller vite et sauver machin. Il y aura un bonhomme à la mer et puis il y en aura un. Voilà. Donc, ils ont fait le maximum. Maintenant, je pense qu'il est temps que les entreprises aussi se reprennent aussi en main, arrêtent de dépendre d'eux et se projettent un peu vers l'avant. Et donc, on commence à débrancher, quoi, sérieusement. Après, le seul problème que tu as, c'est quand tu les écoutes parler. Moi, je ne suis pas comité scientifique et j'en sais rien, mais tu te demandes, tu vois, la Polynésie, toi, machin, on a toujours peur. Attention, je ne suis pas un alarmiste, mais tu te dis, c'est quoi octobre, c'est quoi novembre, c'est quoi décembre. Pour l'instant, il y a eu un été qui s'est très bien passé pour tous les acteurs de ces secteurs-là. Maintenant, il faut que chacun reprenne ses responsabilités. Formidable phrase de Jacques Chanu, qui était à l'époque à la tête de la Fédération française du bâtiment. C'était au tout début de cette histoire. Il était venu me voir et il disait, il faut assumer l'effet d'aubaine. C'est exactement ça. C'est ça qu'ils ont fait, qu'ils ont eu le courage de faire. Effectivement, ça a été un effet d'aubaine pour pas mal d'acteurs. Et nous, on a racheté des affaires. Mais voilà. Bon, on marque une pause et justement, on ira parler de la tech. Ce que tu disais, moi, le chiffre quand même qui doit tous nous interroger, c'est ce qu'a dit Samsung, je crois que c'était avant-hier. 40 milliards. 170 milliards d'euros, l'équivalent de 170 milliards d'euros sur 3 ans. Investissement, oui. Bon, on en reparle ensemble. Donc on repart. Jean-Philippe Cartier, Luc Breton, Bruno Maisonnier sont avec nous. Bruno, je disais Samsung, donc 170 milliards.
Donc, je sais qu'il y a 4 secteurs, j'en ai 3 en tête. Hein, c'est les puces, mais là sur les puces, ça va être un truc de dingue. C'est-à-dire que je crois que c'est Intel qui essaye de mobiliser une centaine de milliards pour revenir dans la course. Donc les puces, la production de vaccins et l'intelligence artificielle, évidemment. Bien sûr. Mais sur les puces, on voit les conséquences du conflit enflammé par Trump, même s'il est beaucoup plus profond que Trump, entre la Chine et les États-Unis. Mais nécessaire, Bruno. Oui. Enfin, à un moment, cette question qu'il a soulevée de dire que notre indépendance se joue à travers les semi-conducteurs, c'est quand même une très très bonne question, non ? Bien sûr. Mais soit on est dépendants les uns des autres, les États-Unis de la Chine des États-Unis, et il y a des compromis à trouver, soit on veut à tout prix se rendre indépendant, mais les autres ils vont faire la même chose, et après je ne sais pas qui va être le gagnant à la sortie. Ah, tu penses quoi ? Moi, j'étais à fond. Je n'avais pas la somme, donc 170 milliards. Non. Maintenant que tu m'as donné, mais l'idée qu'à un moment, on dit non, Huawei, tiens, Luc. Ouais. À un moment, non, Huawei n'ira pas dans les... Alors, je ne sais pas ce que c'est, les têtes de réseau, on va dire ça, hein, les têtes de réseau de la 5G en France. Non, voilà. Moi, ça ne me paraît pas idiot à partir du moment où c'est un général, enfin un ancien général qui dirige cette boîte, et où on sait qu'en Chine, on va dire la liberté entrepreneuriale est quand même une notion assez relative. Oui, la régulation a tranché ça sur un délai de 8 ans, hein, donc c'est déjà... Oui, mais tu es d'accord avec ça ou pas ? Puisque c'était ton ancien métier, tu peux en parler librement. Il y a une guerre stratégique à partir du moment où certains États utilisent l'économie comme un levier politique. On ne peut pas le nier. Ce serait d'une naïveté totale et lamentable de le nier. Donc tout le monde sait ça. D'ailleurs, intelligence économique en anglais, ça a une signification totalement différente de la traduction littérale. C'est intelligence économique, c'est la puissance. C'est le renseignement. Ouais. Voilà, c'est le renseignement au service du politique et de l'économie. Tout à fait. Et donc il y a une collusion totale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais, ce serait bien de flécher quand même beaucoup des investissements publics européens vers les acteurs européens, parce que c'est ce que font les Américains, c'est évidemment ce que font les Chinois, avec une dissymétrie totale. Aujourd'hui, sur les fabricants de puces à Taïwan, il y a une bataille géostratégique telle qu'on se demande si la Chine ne va pas envahir Taïwan pour cette raison précise. Et donc c'est évidemment de la géopolitique, et tous ceux qui ne regardent que la dimension économique de cette histoire ne voient pas l'essentiel. Donc je pense qu'il faut être prudent, je pense qu'il faut effectivement tenter de travailler avec tout le monde, mais avec des principes de symétrie, ce qui paraît assez sain finalement. Hein. C'est-à-dire je demande les mêmes règles avec les gens avec qui je collabore que ceux qui m'imposent à moi. À partir du moment où ça, c'est pas possible, il faut rester prudent, et sur certains domaines stratégiques, il faut s'assurer un niveau d'indépendance qui permet d'avancer. Juste un chiffre, donc Taïwan, TSMC, la moitié du marché des semi-conducteurs. Samsung, dont on parle là, il a que 17%, lui, Samsung. Oui, et TSMC, c'est 50%. Voilà, donc c'est effectivement... Voilà, et 80% de ceux qu'utilise Huawei, par exemple. Donc on voit bien qu'il y a une dépendance là, et elle est insupportable si il y a... un veto qui s'applique. Alors, émission qu'on fera d'ailleurs, rendez-vous aussi la semaine prochaine, parce qu'elle est passionnante, cette question. Si les Américains s'effondrent face aux talibans, comment peuvent-ils garantir l'indépendance de Taïwan ? Je trouve que cette question est formidable. Vrai sujet. Vrai sujet. Et donc, la semaine prochaine, voilà. Il faut lire le bouquin Vers la guerre, le bouquin de Graham Allison. D'accord. Le piège de Thucydide. Vous ne connaissez pas ? Non, ce bouquin est génial. Okay. Thucydide, c'était un documentariste grec 3 siècles avant Jésus-Christ qui a écrit tout un truc qui a analysé et qui a étudié la guerre entre Sparte et Athènes. Ouais. Et grosso modo, une puissance dominante depuis un siècle qui est Sparte, qui est une puissance militaire, qui réglait tous les accords locaux, etc. Puis une petite ville dans un coin qui se met à grandir et très rapidement fait jeu égal économiquement. Voilà. Donc la situation a donné une guerre sanglante. Ils ont mis 1800 ans avant de signer un nouvel accord commercial entre eux. Et il y a une équipe de Harvard ou MIT, je ne sais pas lequel des deux, qui travaille là-dessus, Graham Allison, et qui s'appelle l'équipe Thucydide, en disant mais cette situation-là, c'est ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que c'est arrivé récemment ? C'est arrivé 16 fois dans l'histoire récente, 12 fois ça s'est terminé par une guerre sanglante. Et lui, il explique grosso modo dans son truc que la probabilité qu'il y ait une guerre physique, militaire entre les États-Unis et la Chine, dont l'étincelle se passera à Taïwan pour une raison ou pour une autre, et pas possible, elle est monstrueuse dans les années qui viennent, là, dans les 2-3 ans. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la bataille, en dehors des acteurs économiques directement, elle se fait en amont sur les standards. C'est comment on standardise la 5G, comment on standardise l'IoT, comment on standardise l'Internet, qui va réguler tout ça.
Et regardez les investissements des Chinois et des Américains sur la préparation de ces standards, c'est colossal. Et donc, c'est pour ça que on ne doit pas lâcher, nous, Européens, là-dessus. Les régulateurs doivent agir. Pour moi, la conséquence des deux sujets dont on vient de parler, et je suis d'accord avec ça aussi, c'est il faudrait, mais le problème, c'est que ça ne se fera pas, que l'Europe soit un acteur qui existe. Absolument. Parce que l'Europe n'existant pas, ils règlent ça entre eux. Un acteur politique. Dans ton domaine, Bruno, alors, attends, deux questions. D'abord, quand même, revenons sur les 170 milliards. Là. Ouais. Donc, tu as un peu de sous, Bruno, on est ravis. Mais comment... Toi, tu es sur le même terrain que ces gars qui sont capables de mettre 170 milliards sur 3 ans? Oui. Et donc, conclusion. Eh bien, conclusion, comment tu fais? Conclusion. Ma réponse à ça, c'est que la seule solution, c'est de faire des choses qui n'ont rien à voir avec les autres. Et donc, c'est plus risqué, c'est des paris, mais la solution, c'est de ne pas faire comme tout le monde. C'est évident que si j'essaye de recruter des gens en intelligence artificielle, des mecs, des femmes, qui sont les mêmes que ceux que recrutent Google, Facebook ou Samsung, je suis perdu d'avance. Si j'essaie de faire la même chose qu'eux en allant plus vite, etc., je suis perdu d'avance. Ouais, c'est pour ça que quand j'entends tous les gens en France, en France aussi, dire l'intelligence artificielle, c'est important, il faut investir, mais on le fait à la française, c'est-à-dire qu'on saupoudre un peu sur tous les acteurs qui font ça. C'est perdu. Mais tu peux pas y aller, mais même massivement, si tu mets 30 milliards, même si tu mets tout le deuxième plan de relance. 30 milliards plus intelligemment que 70, on va savoir. Je suis pas d'accord avec ça. Vas-y. La singularité de la France, la force de l'ADN de la France, c'est technologie, on est très ingénieur et disruptive. En France, ce qu'on sait faire, c'est des trucs pas comme tout le monde. C'est en France qu'on a inventé, je dis n'importe quoi, le skateboard, les planches à voile, enfin tout un tas de trucs qui est pas comme tout le monde parce qu'on avait des approches différentes. Et donc nous, en France, ce qu'on peut faire, c'est choisir des approches qui n'ont rien à voir avec les autres, parier dessus. Et il y en a plein qui marcheront pas, mais il y en a qui marcheront parce que ça permet, si tu fais autrement, de sauter des générations et de dépasser les autres. Et nous, c'est ce qu'on fait. On a ça comme sur le bord du chemin de ce qu'on fait. C'est difficile, on en bave, on avance, etc. C'est pas toujours. Mais à la sortie, on peut vraiment avoir une intelligence artificielle réelle, une vraie intelligence qui sera du coup plus puissante que ce que font les autres, parce qu'on aura choisi une approche qui a rien à voir. Et pour moi, c'est la seule solution. Alors ça, c'est dur. C'est ce qu'on avait fait avec les robots avec Aldébaran. Hein. Oui, attends, les robots, on va faire un robot. Nous, on a fait autrement et c'est nous qui avons gagné. Je t'ai beaucoup entendu là-dessus. On a beaucoup discuté ensemble là-dessus. Et donc, Elon Musk a montré son robot là. Donc voilà, on en parlera là. C'est qu'on peut pas aller sur tous les sujets en tout cas. Mais oui. Voilà, mais comment tu... Il faut choisir ses combats et que ça sera des combats disruptifs et pas des combats frontaux sur un certain nombre de sujets sur lesquels on peut combattre déjà. Jean-Philippe, c'est très dur pour un responsable politique, un gars... C'est pas possible. C'est impossible. Non. Ah ben voilà. Ouais, le gars qui va lâcher les 30 milliards, il faut qu'il fasse un pari sur Bruno, il faut qu'il fasse un pari sur un truc borderline. Et s'il perd son pari... Il n'y a que Bruno Le Maire qui peut faire un truc pareil. S'il perd son pari, tout le monde va lui tomber dessus en Exactement. disant... Exactement. Voilà, c'est qui Une des raisons pour lesquelles, pour moi, c'est évident, les Américains sont en avance, mais les Chinois aussi, etc., c'est parce qu'ils ont des générations de milliardaires qui, du coup, peuvent parier sur leur argent personnel. Ouais. Quand tu es obligé tu as un fonds d'investissement ou un pouvoir public, c'est pas ton argent, tu es obligé de rendre des comptes sur l'usage que tu fais de l'argent, tu es obligé d'être dans le rationnel. Quand tu es dans le rationnel, tu peux pas prendre des paris un peu fous. Et ils prennent le relais d'ailleurs du secteur public américain, la DOD notamment, le département de la défense qui est... et d'autres départements publics. La fameuse DARPA dont on nous rebat les oreilles. Qui ont injecté dans l'innovation des milliards de dollars pendant des dizaines d'années. La question, c'est de prendre des paris. De prendre des paris. Cela dit, pardon Luc, mais juste une petite incise, on l'a parfaitement vu avec l'ARN messager, avec les vaccins. C'est exactement ce que tu décris. Oui. Le pari, encore une fois, de Trump, d'aller foutre, je ne sais plus combien, 10 milliards, je crois, sur une technologie qui n'avait encore jamais sorti un vaccin. Vas-y. Après, la bonne nouvelle de Samsung avec ses 170 milliards, c'est que les 170 milliards ne vont pas finir uniquement dans Samsung. Ils vont faire du M&A, ils vont racheter. Et on voit bien, quand tu regardes l'innovation d'un géant comme Apple, dont on parlait juste avant, l'essentiel est fait à l'extérieur de l'entreprise. Ils intègrent. Et donc, il y a des rachats. Et donc, tout ça est favorable à l'écosystème en général. Mais pourquoi c'est bien ? C'est bien parce que ça permet de valoriser des créations disruptives qui sont ces fameux paris. Les startups qui auront vendu à Samsung seront ravis. Mais pour la France et pour l'Europe, ça s'en est complètement aligné. Parce que Aldébaran est parti au Japon. Voilà. Parce qu'il n'y a aucune politique industrielle en Europe et il n'y a aucune rétention de ces champions européens. Et donc ça, c'est un autre sujet. Mais le fait que des gens investissent dans l'innovation, c'est quand même une bonne nouvelle.
Apple. Ça Donc, créera des bonnes sorties pour certains. voilà. Non, mais c'est ça. Aucun doute là-dessus. L'investisseur est content. Et les bonnes sorties Mais le pour citoyen, certains, ça moins. peut se réinjecter dans le truc. Enfin, moi, j'ai fait une bonne sortie avec SoftBank et j'ai participé à la création ou créé 17 boîtes là depuis. Donc, je vais dire que ça se retrouve un peu, mais un peu. Et même parcours Ah oui. que tu nous décris. Tiens, un mot sur Apple, je ne sais pas, j'ai envie de vous entendre là-dessus. En fait, ce sont les Échos qui, on va voir le petit article là, qui ont rendu hommage à Tim Cook. L'incroyable décennie de Tim Cook à la tête d'Apple. Ça me fait réfléchir à ce qu'un patron peut faire. Non, Voilà, mais on j'ai va dire oublié comme que ça ça. fait 10 ans. Non mais c'est fou. Non, mais- Non mais déjà 10 ans, je pensais, on avait l'impression qu'il y avait l'image tellement forte déjà de Steve Jobs que déjà 10 ans, et je pense qu'il a bien pris sa place, le Tim Cook. Mais l'importance d'un... Oui, on peut le laisser peut-être à l'écran le papier. Non Non, mais l'importance d'un patron, et, à une autre échelle, un jour on parlera de Tavares, de Stellantis, de la façon dont il arrive. C'est vrai. Peugeot, c'est fascinant quand même. Hein. Moi, j'ai su, beaucoup plus, je connais beaucoup mieux Peugeot que Apple. Ils sont ruinés avant que Tavares arrive. C'est les mêmes gars. Les Chinois viennent de rentrer au capital. L'État a dû lâcher. La famille est à l'agonie. C'est vrai. Les mêmes gars, les mêmes équipes. Il y a 3 dirigeants peut-être qui ont changé. Et tu te retrouves avec une espèce d'affaire stratosphérique qui est en train de digérer Fiat alors que tout le monde pensait qu'ils allaient... Bon, mais le rôle d'un patron, comment est-ce que... Pour moi, Tim Luc. Cook, c'est avant tout une vision. En dehors d'un excellent gestionnaire, un excellent financier qui a développé 20% de services. Ça fait 17 milliards sur le dernier, sur le dernier semestre. C'est 20%, c'est considérable en partant de hardware et de software. Avoir 20% de services sur une taille d'entreprise comme Apple, c'est phénoménal. Donc chapeau bas, bravo l'artiste. Mais au-delà de ça, c'est la vision. C'est-à-dire que pour moi, le fait marquant... du mandat de Tim Cook, c'est 2016, San Bernardino, l'attentat, et le fait que le FBI demande à déloquer Tu as raison. l'iPhone 5C absolument. et qu'il dit non Ah oui, c'est devant les plateaux de télé. Et tout le monde se dit il va se faire démonter. Non, mais même moi, j'étais scandalisé, en fait. Il va se faire démonter. Est-ce que c'est éthique, etc. En disant, bah non, il est hors de question de déloquer et d'ouvrir une brèche pour l'ensemble des utilisateurs de la communauté. Et là-dessus, je ne cannerai pas. Et donc, pour moi, se positionner en chevalier de la vie privée des gens à partir du moment où votre watch ramène toutes vos données de santé, tout votre patrimoine génétique demain, parce que tout ça va arriver, hein, le test génétique à la semaine, le test cardiaque, les antécédents familiaux, la remontée sur l'arbre généalogique de l'ADN, toutes vos données personnelles, et de dire tout ça est sanctuarisé, je m'y engage, et c'est la pierre de voûte de ma vision. Moi, je trouve ça brillant, et je trouve ça formidable Visionnaire. en termes d'éthique. Et face à ça, quels sont les chiens qui aboient ? Google, Facebook, Amazon, qui vendent de la pub sur vos données personnelles. On a là une vision et une mise en œuvre de cette vision qui est magnifique, avec des produits qui, par ailleurs, sont de grande qualité. Bruno, le rôle d'un patron. Moi, je suis entièrement d'accord. La vision, être porteur de la vision. Et c'est avoir une vision, c'est... Je trouve, à mes yeux, moi, c'est devenu infiniment plus important que ce que j'imaginais avant. Je l'ai vécu à une toute petite échelle de rien du tout, moi, avec Aldébaran. C'est-à-dire le jour où c'est passé dans le giron de SoftBank, c'était les mêmes salariés, le même staff, les mêmes personnes, hein, sur les 3-4 mois qui ont suivi, en tout cas. 15 jours après, les gens m'ont dit, mais l'entreprise est partie, est morte, et il ne se passera rien, etc. Quelle histoire. Et ça, je le vis et je ressens ça. Alors moi, j'ai une vision un tout petit peu différente sur Tim Cook, mais je suis 100% d'accord avec ce que tu avais dit. Parce que pour moi, Apple, c'était la créativité, l'invention, l'innovation technologique, au sens des produits, au sens... Et je n'ai plus vu ça. Non, maintenant, c'est l'exécution. Et ça, voilà. Mais maintenant, c'est de l'exécution, c'est un très bon gestionnaire. Mais oui, c'est la sécurité, la protection. Et ça, c'est essentiel maintenant. Donc, respect pour ça, je suis d'accord. Non, mais Rôle d'un patron. rôle d'un patron, oui, je rebondirais plutôt là-dessus. Je pense que ça permet de comprendre que ton exemple sur Peugeot, mais il y en a plein, enfin sur des tas de secteurs d'activité, tu as des mecs qui arrivent et puis en 3 ans, il y a une énorme différence et tout change. Donc ça prouve que le patron, on dit souvent il est là, il est très bien payé, machin. Non, il y a des mecs qui font vraiment la diff, quoi. Non, mais c'est... Alors, mais moi, ça c'est- m'intéresse parce que c'est un discours que j'entends chez les alors, je ne vais pas dire les petits patrons, mais les patrons de petites boîtes qui disent beaucoup...
Ah oui, mais à la tête des grosses boîtes, c'est des managers, c'est des salariés, ils n'ont aucune importance, ils servent à rien, etc. et tout. Il y a du vrai. Il y en a sans doute comme ça, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, en fait. Parce qu'on peut parler de... Je ne sais pas ce qu'on met dans le titre, mais j'ai évidemment 10 salariés, c'est pas 1000, et 1000, c'est pas 100 000. Mais ce que je veux juste dire, c'est que il y en a beaucoup dans ce que tu veux dire. Je le pense, j'en ai croisé, j'en connais, qui sont là où ils sont, ils y sont bien, et ça, il y a un produit qui va bien, et ça va bien à tout le monde, entre guillemets. Ouais. Et puis tu as des gens qui ont un talent hors du commun et qui rendent l'impossible possible et qui transforment. Voilà, c'est tout. Si j'ai été actionnaire d'une grosse multinationale, ben, je me poserai la question du dirigeant, parce qu'il y en a qui font ronronner, et on en a tous croisé. Tu sors parfois d'interviews, tu dis bon, lui, je suis pas tombé par terre. Et t'en as qui sont, qui transcendent. C'est tout. C'est après, je sais pas, c'est petits patrons, grands patrons. C'est des gens qui ont une vision. On en revient au mot vision. Il y en a, pardon, c'est pas parce que je reviens, mais il y en a dans l'hôtellerie qui ont disrupté ce secteur. Il y en a qui ont disrupté ce secteur dans la restauration. On en connaît qui ouvrent maintenant 20 affaires par an, qui font 100 millions, les Big Mama et compagnie, et qui maintenant font de la tech avec Sunday. Voilà, c'est des mecs qui ils ont 35 balais. Enfin, je peux pas t'annoncer l'autre chose, mais ils vont annoncer des choses incroyables sur une nouvelle appli. Bon, bref, il y a des aujourd'hui, il y a des dirigeants. Toi, quand tu investis. Ouais. Parfois, tu vas chercher un patron aussi à un moment. On cherche que des hommes. Alors, maintenant, il y a des technos parce que oui, la techno est tellement importante et l'IA est tout ce que tu veux. Mais moi, moi perso, tu me connais bien, c'est qu'une histoire d'humain. Si je fit pas, j'arrête tout de suite. Tout de suite. Voilà, c'est qu'une histoire d'homme et de voilà. Mais c'est vrai, moi je trouve. Quitte à avoir tort, Par contre, combien de fois j'ai entendu des fonds d'investissement quand tu es en levée de fonds dire moi ce qui compte c'est l'homme, la première clé c'est l'homme, etc. Et comment vous me trouvez super génial, etc. Vous investissez? Non, parce que si. Non, mais bon, j'agis pas en fonds. J'agis sur mes fonds. Moi, je suis différemment. Moi, je suis d'accord sur ce que tu dis. Moi, je fais comme ça comme investissement. Je pense que voilà. Après, je pense que tu l'as très bien dit. Je te dis que Peugeot, il y a des patrons qui savent faire la diff. Et après, pour juste finir sur Apple, oui, il y a moins de après, ça fait plaisir aux actionnaires, ce qui délivre tellement bien. Attends, il nous reste les 10 grosses minutes, donc quand même le robot d'Elon Musk. Bruno, alors donc on va le voir. Vous l'avez sans doute vu d'ailleurs si la tech vous intéresse. Et puis même, de toute façon, tout ce que fait Elon Musk aujourd'hui. Je commence, c'est plus pour lui, mais Tout ce que fait... Non, mais c'est vrai que... Elon Musk, moi, en tant que... C'est pas le premier robot humanoïde, déjà, il y en a un, je crois. Non, ce que je veux dire... Non, c'était juste sur Elon Musk, j'y pensais pas, mais... Mais j'aime la starification. Il y a 10 ans, mais je vais juste te donner mon avis là-dessus. Il y a un robot qui a 10 ans qui s'appelle Atlas, si je me trompe pas, un robot humanoïde. Non, je pensais pas à ça, Jean-Philippe. Je pensais juste... On va aller avec le sujet, voilà. Elle est dangereuse, je trouve. Non, c'est juste Elon Musk. Je trouve parfois que... Moi, je peux pas dire, moi, je suis fan d'Elon Musk, je suis un entrepreneur, je vois le personnage, je vois l'histoire. Oui. Moi, je l'ai croisé il y a 27 ans. Mais c'est quand même bien qu'il y ait une star qui sorte des entreprises plutôt que du basket. Après, je dis, est-ce que c'est... maintenant, ça devient dangereux parfois, parce que quand ils parlent sur les cryptos et qu'il faut acheter du Dogecoin et que tu as 500 000 familles américaines qui perdent 200 000 $ et qui ont donné leur maison, je pense que... Non, mais maintenant, est-ce que c'est pas un écran de flux? C'est le pouvoir des stars. Voilà, maintenant, il a un tweet. Oui, mais lui, il est beaucoup écouté et il a un impact assez puissant sur ce qu'il dit quand même. Mais moi, j'aime bien qu'il y ait une star créatrice de richesse plutôt qu'un mec qui court vite, quoi. J'adhère. Bon. Après, j'adhère. Je voudrais faire vas-y. Pour ouvrir un sujet. Pour moi, je pense que le problème de la France, avant tout, c'est qu'on est en perte de vitesse et donc ce qu'il faut à tout prix, c'est créer de la richesse en France, contrairement à ce qu'on entend. Et c'est ça, parce qu'après, répartition de richesse, de revenus, etc., ça suppose qu'il y ait des choses à répartir. On en parlera une autre fois. Elon Musk, moi, je trouve que ce mec est génial et j'adore les réactions qu'il y a eu à son robot. Alors, parce que c'est on va le voir là. Mais il est ultra humanoïde. Mais parce que c'est pas ça, son robot. Il va faire un robot, ça c'est juste un show pour donner un artiste sur la scène. Non, mais après, au début le show, d'ailleurs il est un peu grotesque. Hein, il aurait dû mettre un peu plus de pognon dans son danseur, là c'est ridicule, mais bon, peu importe. Mais après on voit l'image, et alors c'est pas l'image du robot, c'est pas celui-là. Je sais pas si ça sera celui-là. D'accord. Je suis pas sûr moi. De ce que j'en vois, je suis pas sûr. Mais attends, moi ce que j'aime bien, c'est la réaction de la communauté robotique, scientifique, technologique, etc., qui a en gros la même réaction vis-à-vis de son robot humanoïde que ce qu'ils avaient eu vis-à-vis de ces lanceurs réutilisables, que ce qu'ils avaient eu vis-à-vis de ces bagnoles. Même réaction, ça. Tiens, on le voit là, voilà, on le voit là. Etc. Ouais, voilà. Pour moi, c'est évident que l'humanité a besoin de robots.
Je pense que les robots humanoïdes font partie des robots dont il y a besoin. Il y en a besoin de plein d'autres, mais font partie des robots dont on a besoin. Et qu'aujourd'hui, les gens disent, mais on a essayé, il y a eu plein de robots, il y a eu Boston Dynamics, il y a plein de robots, mais en fait, ça marche pas. Mais ça marche pas à cause du fait que ce soit une mauvaise idée. Ça marche pas parce que les robots sont pas au niveau. Ils sont à 100 lieues d'être au niveau de ce dont Bruno, on a besoin. la première fois Des qu'on s'est marchés rencontrés, colossaux, il y Bruno, en a. la première fois qu'on s'est rencontrés, Ouais. qu'on a discuté, il y a une phrase que j'oublierai jamais. Donc c'était Nao à l'époque, hein, Ouais. et tu disais, l'une des batailles, ça va être l'acceptabilité, et il faut qu'un robot soit mignon. Bien sûr. Il faut pas qu'il Nao fasse peur. était adorable. Il était mignon, Nao. Il est- En fait- et c'était, c'est Mais c'est encore facile à dire, mais compliqué à faire. Tu vas Mais pas encore avec un robot qui fait aujourd'hui, peur. quand je regarde Voilà, des bouquins- absolument. quand je regarde des bouquins sur la robotique aujourd'hui ou sur les technologies futures, mais des bouquins même aux États-Unis, etc., il y a des photos de Nao. Au CES, C'est pas étonnant. l'affiche du CES l'année dernière, il y avait Nao. Ah, donc ouais. Alors, T'es fier, là, non? oui, bien évidemment. Il y a de quoi, il y a de Mais quoi. c'est pas ça, c'est déjà dépassé ça. Le sujet, c'est les robots, leur forme doit répondre à des fonctions, et les gens sous-estiment la fonction de communication et d'interaction avec les humains. Voilà. Moi, je considère qu'un des sujets essentiels pour que les robots soient réellement utiles chez les personnes âgées, chez tout ce qui est healthcare dans les hôpitaux, mais même dans tout un tas d'autres domaines, c'est qu'ils soient capables d'interagir correctement avec les humains. Et putain, la forme humanoïde, elle est pas mal pour le body language et pour des tas de trucs. Donc pour moi, c'est évident qu'il y aura des robots humanoïdes. Maintenant, ça suppose qu'ils aient l'intelligence, qu'ils n'ont pas. Donc il faut une vraie intelligence. Ça suppose que tu as envie de leur faire un hug. Ça suppose que tu as envie de les toucher. Ça suppose. Et donc il faut inventer des moteurs. Les gens se trompent en croyant qu'on est dans un monde purement numérique. Il faut de la physique, il faut du hard, il faut inventer des moteurs. Et tant qu'on n'aura pas inventé des moteurs, qu'on n'aura pas mis de l'intelligence artificielle et qu'on n'aura pas rendu les robots hackables, parce qu'il n'est pas question que je puisse avoir un robot humanoïde chez moi dont quelqu'un d'autre pourrait prendre le contrôle quand il va voir ma fille dans sa salle de bain ou je sais pas quoi. Et voilà. Donc il y a quand même 3 ou 4 conditions et les conditions ne sont pas là. C'est pour ça qu'on n'a pas de robot. C'est pas parce que le marché, il n'y a pas de marché qu'on Il n'a n'aurait pas pas de robot. annoncé que son robot fonctionnait dans un an, enfin je me trompe, ou Oui, Fin 2022, il aura un point. Mais de ton expertise, ça paraît relativement exagéré. Ah, facile. attends, Pour qu'il arrive à là où il veut. Nao, le premier Nao, Ouais, on l'a fait en 1 an et demi, en partant de zéro. Et Pepper, quand on a signé un deal avec les Japonais, on l'a fait en 4 mois, le premier prototype, c'est-à-dire un truc montrable qui avait la gueule et qui fonctionnait. Pepper, Alors, c'est celui qui tu as vu dans les magasins, qui voilà. donc c'était un prototype, donc il n'était pas robuste, etc. Mais là, ce qu'il va nous montrer, c'est un prototype. Moi, c'est possible qu'il en montre un dans 1 an, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est peut-être Il y a lui des qui va trucs qui ont sortir le évolué, premier il a robot pas les numérique mêmes- qu'on va voir chez nous. Ah. Bah voilà. Tu sais, Mais c'est pas celui-là, on mettra un certain temps avant de l'avoir, on mettra quelques années quand même. Mais moi, je suis convaincu qu'il y en aura partout, mais bien sûr. Ce qui est À quelle intéressant, échéance, c'est tu que dis ça vient de Tesla. Hein. C'est-à-dire que il y a tout le système de guidage. En fait, on voit que toutes ces innovations, que ce soit pour l'espace, pour les voitures, pour les robots, pour l'intelligence artificielle, tout est lié en fait. Donc, ils peuvent être présents sur tous les domaines. Et d'ailleurs, ils se retrouvent sur tous les domaines avec Google, avec tous les géants. Enfin, c'est une bataille de titans sur tous les domaines. Ouais, c'est vrai, t'as raison, et c'est comme ça que ça se passera. Mais moi, c'est pas ça que je veux en tant qu'utilisateur. En tant qu'utilisateur, quand je serai très vieux, donc Oui, ça puis- va arriver bientôt, mais quand je serai très vieux, comme tout le monde, j'aurai un robot pour m'accompagner, etc. Et je voudrais pas que On ce soit un viendra te robot voir. américain ou chinois. Mais tu sais, quand tu dis est-ce que c'est possible, moi, l'industrie automobile que je connais vraiment bien, j'ai eu la chance, donc, au début de Musk, de discuter de tout ça avec, bon, je peux les citer d'ailleurs, avec Carlos Ghosn, avec Carlos Tavares, avec d'autres industriels qui avaient été voir ces usines. Et les gars rentraient en disant, je me souviens très bien d'ailleurs la première fois, les gars rentraient en disant impossible. Ouais. Qui lui a monté son usine à la noix? Je ne sais pas si tu te souviens de cette séquence. Jamais il pourra produire avec ça. En 2 mois, il s'en rend compte. Et tu te retrouves l'usine déportée sous des tentes. Donc, en fait, l'usine qu'il avait fait construire, pourrie, il l'a laissé tomber. Il a tout foutu sous des tentes. Tu vois encore des images des gars qui prennent les pièces détachées dans les cartons pour assembler les bagnoles. C'est-à-dire, il a une capacité à soulever des montagnes et, comme tu le disais, à pousser ses équipes à soulever les montagnes avec lui. Alors, est-ce qu'il a encore cette capacité-là 10 ans après? Parce que c'était il y a 10 ans. Ça. Ouais, je pense qu'il a. Ouais. Tu crois que ça soulève Bon, je pense qu'il en a jamais assez, lui. Comment tu peux dire ça? Je sais pas. C'est comme je te disais, comment quelqu'un qui est rentré dans la télévision, qui est resté à BFM pendant longtemps, au-delà de 50 ans, décide de créer sa propre télévision? Là, ça joue pas là-dessus, hein. Tu continues à avoir la même énergie, la même motivation, et tu as encore plus d'expertise. Oui, mais tu n'as plus la même capacité d'innovation. Je n'ai plus la même capacité d'innovation. Ah ben, moi je le vis.
Alors, on n'est pas là pour parler de ça. Mais enfin, même si à la limite ça peut intéresser là. Tu mais sais quoi je te crois pas une seconde. Je réplique ce que je sais faire. Je te crois pas une seconde. Bah, c'est un peu ce que fait Musk, il réplique. Il se sert aussi sa part de Tesla. Ça part de son Tesla, expérience, ouais, ça t'as part raison, de tout ce t'as qu'il sait raison. faire, et tu grossis. Mais il ne croit pas une seconde en tout cas. Après, faut que le robot, Dans le fait il qu'il n'a pas de capacité d'innovation et de faire autre chose que ce qu'il sait faire. Bon, non, mais on n'est pas là pour parler de ça, les gars. Non, on n'est pas là Ce qui est pour quand parler même de un ça. peu scandaleux en France et en Europe, c'est la façon dont tout le monde s'est essuyé les pieds sur Musk pendant des années pour, au final, qu'il y arrive. Et ça prouve encore de cette inculture technologique, de ce manque de rôle modèle techno dans nos pays, qui est effrayant, en fait. Tu sais, il y a 10 ans, le seul qui regardait, c'était Laurent Burel. Je ne sais pas si tu vois Laurent Burel, patron de, alors, plus maintenant, mais Plastic Omnium. Mais on retombe toujours sur la même chose, c'est un équipementier automobile, c'est son pognon. Et il était hors de question qu'il ne soit pas au cul d'un truc qui allait peut-être être the next big thing. Donc voilà, et c'est lui qui m'en parlait avec le plus de précision, en fait, de ce qu'il était en train de faire, ce qui va tout à fait dans ton sens. Et dès qu'on rentre dans la structure, dans la technostructure, etc. et tout, et le patron de Volkswagen qui sortait d'un board et qui disait voilà, Musk, maintenant, c'est autant que toute l'industrie. On ne voulait pas le reconnaître il y a encore quelques mois. Ouais. Ma pire angoisse, c'est comment je vais réussir à transformer suffisamment vite mes équipes. C'est fou. Sous-entendu, c'est impossible. C'est fou. Et donc, c'est un bel aveu quand même d'humilité in fine pour le reste de ses collègues et de ses pairs, parce que les autres ont oublié de le dire. Bon. En 80, IBM a été confronté à la même chose avec l'arrivée des PC, en disant les trucs. Et moi, je discutais avec des gens d'IBM, mais je vois pas ce qui reste aux gros ordi par rapport au PC. Ah, tu te rends pas compte, etc. Bon, je n'étais pas du tout visionnaire, enfin, tout le monde en parlait. Et en fait, IBM, au bout d'un moment, il a dit la seule façon, c'est ils ont créé une filiale, ils ont donné les clés à quelqu'un en disant tu fais ce que tu veux, on ne te demande rien, tu ne nous rends pas compte. Ouais. Et puis ils ont fait les PC. Ouais. Donc c'est possible, même pour des grosses structures, de faire des choses comme ça. Mais à un moment donné, il faut que quelqu'un prenne un pari. Et on revient au sujet de fond, il faut prendre un pari, et un pari, ça peut se perdre, et il faut accepter qu'il puisse être perdu. Absolument. Pas juste. Bon, il nous reste 2 minutes, c'est toujours compliqué les 2 minutes. Moi, je voulais, Jean-Philippe, quand même, parce que tu connais ces choses-là. Bitcoin, c'est quoi pour toi, là ? Bitcoin, c'est quoi pour moi ? C'est une bonne question. C'est une monnaie numérique, gérée, créée et stockée électroniquement. Non. Ah, d'accord. Mais t'achètes ou t'achètes pas ? Moi, j'achète, oui. Je suis très bullish. Je n'encourage personne. Je ne suis pas Elon Musk qui tweet. Mais tu l'achètes comme un actif. Je l'achète comme un actif. Je considère que c'est encore en courbe d'apprentissage, d'où les variations. Ça a 12 ans, c'est très récent. Je considère que quand tu regardes ce qui se passe au Salvador, qui s'affranchit, c'est un petit pays, mais qui veut s'affranchir du dollar. L'Argentine se pose la question également. Tu penses qu'à un moment, ça va devenir une monnaie ? Aujourd'hui, c'est pas une monnaie, mais tu penses qu'à un moment, ça va devenir une monnaie ? Enfin, une monnaie, c'est pas forcément quelque chose pour acheter, pour payer. Ça peut être aussi une classe d'actifs stockable. Non, mais à ce moment-là, c'est un actif, c'est pas une monnaie. Oui, mais l'or, c'est pas une monnaie, c'est un actif. Moi, je le considère un peu plus comme de l'or à moyen long terme. Je pense que c'est un pari de long terme, mais je pense que c'est un pari. Je n'aurai pas assez de 2 minutes pour t'expliquer pourquoi j'ai ce point de vue. On le fera le prochain coup. Ouais, mais on fera le prochain coup. Gagnant, je pense. Ça vous intéresse aussi ? Bon, on le fera le prochain coup, alors, parce que là, il nous reste 1 minute. Je comprends mal. J'ai essayé à titre perso d'investir, j'ai perdu de l'argent. Mais là, maintenant, dans les boîtes dans lesquelles j'ai investi, il y en a qui lancent leur crypto-monnaie. Et je pense que ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire, il y a sur le chemin... 1 minute, Luc, et puis quand on se retrouve, on en refait un. Parce que moi, je considère que c'est un bullshit total. Donc, ça va être intéressant. Je te rappelle. Moi, je vous donne une anecdote très personnelle. Mon fils a mis très tôt toutes ses économies sur le Bitcoin. Du coup, donc il a racheté la maison. Il a gagné quelques euros. Et puis, il m'a expliqué très tôt, alors que j'avais plutôt les sentiments que tu viens d'exprimer, Stéphane. Il m'a dit, tu vois, papa, le Bitcoin et les cryptos, c'est comme quand toi, tu as connu l'arrivée de l'Internet. C'est pareil. C'est la même magnitude. Ça va dans le bon sens. Souvenons-nous, et donc, souvenons-nous, Bill Gates, 1996, There's no business on the Internet. Ça rend modeste, on se retrouve demain. Merci à tous. C'est vrai.